Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer. Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Juliette, Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Avant de commencer, avant de te présenter, je vais te demander de nous expliquer l'émotion que tu as choisie avant, donc pour nous expliquer, nous parler, nous résumer, si on peut dire ça comme ça, la naissance de Juliette, Juliette c'est toi, de Victoria, ton deuxième enfant. Alors les émotions que j'ai ressenties vraiment quand elle est née, les premières minutes, c'est je me suis sentie légère, confiante et un sentiment de lâcher prise. D'accord, ouais, c'est le soulagement quoi. Voilà, c'était le soulagement. Ouais. Contente de la voir et de voir que physiquement elle était en parfaite santé et qu'elle était très belle et Génial. Et que c'était un bébé parfait. Super. Bah maintenant, je te laisse te présenter ta famille, ce que tu as envie de nous dire. Oui. Alors, Juliette, j'ai 34 ans. J'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi, qui s'appelle Leandro. Et une petite fille qui a 4 mois, là, bientôt. Et donc, Léandro, tu vas nous parler un petit peu de la grossesse, de l'accouchement, pour expliquer aussi comment cette première naissance a peut-être conditionné certaines choses pour la suite. La grossesse pour Leandro s'est très bien passée. J'étais en parfaite santé, en pleine forme. Mis à part les nombreux kilos que j'ai pris, tout allait bien. C'est à la naissance qui était un peu plus compliquée. J'ai eu les contractions, le déclenchement normal du début de la naissance. Et au bout de 24 heures, je dilatais pas assez et le bébé commençait à montrer des signes de fatigue. Voilà, au niveau du cœur. Du coup... Tu étais dans quelles circonstances lors de cette naissance ? Est-ce que tu te sentais à l'aise, bien informée, accompagnée, soutenue ? Pas vraiment. Déjà, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte mal dès le début, parce que comme j'avais une grossesse parfaite, je pensais que ça allait couler tout seul et que la suite allait aussi être assez facile. Qu'est-ce qui, selon toi, a mal démarré ? Parce que tu m'as dit, ça s'est déclenché tout seul, ça avait l'air fluide au début ? Oui, mais ça a mis beaucoup de temps et du coup, on nous a dit il faut patienter, il faut aller marcher, il faut... c'est bien. Ouais. Mais plus le temps passait et rien ne se passait, c'était toujours pareil. Donc j'ai perdu les os et à ce moment-là, on m'a mis la péridurale. Sauf que elle a été mal mise et en fait, j'avais pas le produit, donc je ressentais pas je ressentais toujours les contractions. Le produit avait aucun effet sur moi. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu t'attends à avoir une pause ? Et je leur disais que j'avais toujours mal. Oui. Je souffrais quand même et j'avais l'impression que finalement j'étais un peu une douillette parce que c'était pas normal puisque j'avais eu la péridurale. Je devrais pas souffrir. C'est au bout peut-être de 20 minutes, une demi-heure qu'ils se sont rendus compte que le liquide fuyait
et que en fait j'avais pas le produit en moi et que ça me faisait aucun effet. Le Donc, liquide de la péridurale n'allait pas au bon endroit. Non, il allait par terre. Du coup, après ça, ça allait déjà mieux. On a attendu, et c'est à ce moment-là que on a vu que le cœur du bébé ralentissait. Donc c'est à ce moment-là où ils m'ont fait beaucoup changer de position toutes les 5 minutes. Dès que la machine bipait, il fallait vite changer et se remettre dans une autre position pour que ça reparte. Et ça nous a fait très peur. Surtout qu'ils arrivaient en courant et c'était vite, faut changer de position, vite, faut se remettre dans une autre. Donc on se demandait ce qui se passait. Et la sage-femme appelait assez souvent le gynécologue qui, à chaque fois, disait on peut attendre. Et du coup, nous, on disait non, on peut plus attendre. Enfin, ça nous faisait peur et on se demandait ce qu'il allait arriver parce que. Oui, c'était assez inquiétant de toujours avoir ce bip qui arrive, de bébé va pas bien, vite, faut changer de position parce que votre bébé il va pas bien, quoi. C'est ça. Jusqu'au moment où on s'y est pas attendu et là, ils sont tous arrivés dans la chambre et vite, on part au bloc. Donc, voilà. Est-ce que tu avais eu de temps en temps de l'information, t'expliquer un petit peu, est-ce que c'était normal, est-ce que ça arrivait, pourquoi il faisait ça, est-ce que on t'a parlé? Pas trop, non, on n'avait pas trop d'infos non plus. On nous disait de patienter et il y avait du monde aussi. Elles étaient bien prises, donc elles étaient bien occupées. Donc c'est vraiment quand tout sonnait que là, tout le monde arrivait pour nous retourner. Et du coup, on me mettait aussi le gaz un peu pour me shooter, parce que j'étais pas bien, enfin, j'avais peur. Et on est parti au bloc, donc mon mari est resté derrière la porte. Et là, ça s'est passé très vite. Et j'ai le souvenir de quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que vous voulez le voir ?» Et du coup, j'étais paniquée et j'ai pas réussi à dire oui, non. Et ils m'ont dit « Bon, tant pis, hop, ils l'ont embarqué » et je l'ai pas vu. Waouh. Ouais. Voilà. Et après, je me suis réveillée en salle de réveil. Et pareil, c'était en pleine nuit. Donc, au début, j'ai appelé. Personne venait. Donc, j'avais l'impression d'être vraiment à l'écart. Et au bout d'un moment, à force d'appeler, je me suis mise à crier. Là, on est venu me voir et on m'a dit « Oui, on vous a entendu, mais on est occupé, il y a du monde. » Oui. Et du coup, j'ai demandé à voir mon bébé. On m'a dit « Oui, on va vous l'apporter. » Et ils sont arrivés tous les deux en pleine forme. Voilà. Ok. Du coup, je retiens mon souffle en même temps, j'ai l'impression que je l'ai dit là. Du coup, je m'étais dit que si jamais j'avais un deuxième, je voulais pas revivre un accouchement normal parce que j'avais peur de revivre tout l'avant, avant de partir au bloc, tout ce moment de stress où à se dire mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le bébé, on nous dit rien, j'ai mal, je suis pas bien et je voulais pas revivre cet état de souffrance parce que. Est-ce que c'était la souffrance dont tu parles ou cet état de stress, d'inquiétude, dans l'angoisse en fait? Les deux, parce que je me rappelle avoir eu mal. Bon, l'accouchement est intense, soit. Et aussi, voilà, c'est sûr. C'était aussi le stress et. Enfin, c'était l'inconnu, on était un peu perdus, quoi. Et puis, l'inconnu, le stress, tout ça, c'est des charges d'adrénaline aussi. Et du coup, la douleur, l'intensité du ressenti des contractions, il est plus difficilement gérable quand on est dans un état de stress. Eh oui. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, le prochain, s'il y a, c'est césarienne directe. D'office. Ouais. Pour pas revivre cet accouchement, est-ce qu'on peut dire que ça a été traumatisant pour toi de vivre ça? Sur le coup, une fois que j'ai eu mon bébé et qu'on est rentré à la maison, et j'ai plus trop pensé. Enfin, je l'ai un peu mis de côté. Ouais. Et quand je suis tombée enceinte et que j'ai repensé à ça et le fait d'en parler, je me suis rendu compte que c'était quand même resté au fond de ma tête et que
c'était encore sensible, quoi, comme Ouais. sujet. C'était inscrit profondément. Ouais. C'est ce que j'avais senti quand tu es venue me voir. On a fait des séances d'hypnonatal ensemble. Et c'est ça que tu m'avais dit, hein, ce vécu que tu avais un peu mis comme ça sous le tapis et du coup qui revient pour une deuxième grossesse, un deuxième accouchement prévu. Et est-ce qu'on peut considérer, du coup, je te pose la question, mais pour pas lancer quelque chose d'affirmatif, mais est-ce qu'on peut considérer que ce premier vécu, ce premier accouchement a conditionné la suite? Ah bah oui, totalement, ouais. Mm. Ouais. Parce que c'était quand même... même si je me suis dit, bah tu peux essayer d'accoucher naturellement, ben non, L'angoisse était trop forte. Ouais. Mm. Je voulais que ce soit... Je voulais pas revivre ce moment de stress et je voulais que ça aille vite, en fait. Je voulais pas forcément profiter de ce moment, je voulais vite avoir mon bébé. C'est ça. Le but, c'est avoir ton bébé, tout ce qui est Ouais. grossesse qui mène à l'accouchement et Ouais. accouchement, Ouais. c'est pas le but. Toi, tu veux le bébé. Ouais, là, c'était ça. Ouais, je comprends. Parce que j'ai quand même bien profité de ma grossesse pour Léandro, pour mon garçon. C'est après que... C'est le vécu de la naissance de Léandro qui a impacté sur la suite. C'est vrai qu'on sait que ça impacte sur le postpartum, au minimum, de l'enfant qui est né. Mais ça peut impacter, du coup, les grossesses suivantes, les accouchements suivants. Ah bah oui. Donc, du coup, quand tu as appris que tu es enceinte pour la deuxième fois, et t'es revenu donc ces images de l'accouchement, la naissance de Léandro, qu'est-ce que tu t'es dit, du coup? À ce moment-là, je veux une naissance. Je veux la césarienne. Voilà, une naissance par césarienne. Mais j'ai été accompagnée donc, par sage-femme et je suis venue te voir. Et à force d'en parler, de l'accouchement naturel, bah, je me suis dit pourquoi pas, sans me laisser, en me laissant quand même la césarienne de côté. Ouais. Et je réfléchissais, sauf que j'ai attrapé le CMV, le cytomégalovirus, pendant la grossesse. Alors, on reprend, mois. voilà, c'est ça, on reprend ça, c'est que pendant que tu étais en vacances, me semble-t-il, je sais plus où, en Guadeloupe, voilà, il me semblait bien que tu étais à l'autre bout du monde. Ouais. Quand tu étais en vacances en Guadeloupe, juste avant, tu fais la prise de sang, donc prescrit par ta gynéco, et tu apprends les résultats pendant que tu es en vacances. Oui, donc positif au cytomégalovirus. Du coup, là-bas, gros moment de panique. Le labo m'appelait, du coup, en contact avec la gynécologue, la sage-femme, qui m'ont pris du coup les rendez-vous avec des spécialistes pour mon retour. Et, pour chercher quoi? Pour voir l'évolution du bébé, du fœtus, sa croissance. Voilà, parce que ça peut impacter. Donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est en quoi le fait que toi, tu étais contaminé par le CMV, puisque c'est toi qui es contaminé par le CMV, et pu éventuellement peut-être contaminer ton bébé. Alors oui, le virus peut passer. Voilà. Et peut-être engendrer des complications pour le fœtus. Ouais. Du coup, moi, je l'ai attrapé au 2e trimestre. Donc, c'est moins grave que si c'est au 1er. Et on a fait, en rentrant, toute une batterie d'examens, des échographies, pour voir, en fait, les mesures, voir si tout était bon. Et voilà. Un IRM aussi. Et à chaque fois, on te disait quoi? Parce qu'il y en a eu beaucoup, au final. En fait, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin, il me semble, tu as eu des examens. Oui. Donc, le début de ma grossesse, c'était parfait. J'étais en pleine forme, tout se passait bien. Et à partir de ce moment-là où j'ai appris que j'avais le virus, que j'avais attrapé le virus, là, ça a été la dégringolade. J'ai eu que des examens à faire et c'était les montagnes russes. Vite, on doit examiner ça, rechercher ça. Et après, pour me dire, non, c'est bon, tout va bien. C'est bon. Et après, à l'examen suivant, ah non, ça va pas, on recommence, on refait. Et en fait, ça a été ça, les montagnes russes pendant... Les montagnes russes, ouais. Après,
Sinon, physiquement, j'étais toujours en forme, mais maintenant, c'était le virus qui est venu Ouais. nous gâcher la fin de grossesse, quoi. C'était comment vivre ces examens, ces relances constantes de il faut faire tel examen, il faut partir loin, plus loin pour faire dans tel hôpital. Ah bah c'était du stress tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps. Et dès qu'on avait fini les examens, ben, c'était bon, c'était positif, c'était parfait. Donc ben, on soufflait, on se disait, allez, c'est bon, on a fini. Et ben, 2 semaines après, on recommençait parce que ben, il y avait un chiffre qui était au-dessus d'un trait et ça n'allait pas. Donc, Est-ce qu'on t'a expliqué s'il y avait un moyen ferme et définitif de vraiment savoir si... non. Non, parce que ils sont pas. Ils font encore beaucoup de recherches sur ce virus et il n'y a pas vraiment d'études qui peuvent nous montrer ce qu'il y a réellement, enfin ce que ça peut faire réellement. Et c'est juste un suivi et des mesures et voilà. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis sur tous ces examens Est-ce qu'il y avait un choix pour toi à faire je veux dire, est-ce qu'on t'a demandé de faire ces examens-là et basta? Ou est-ce qu'on t'a dit, voilà, il y a une possibilité d'aller approfondir, d'aller... ou c'était quasi obligatoire, entre guillemets, parce que rien n'est obligatoire. Bah non, c'était pas obligatoire, mais c'était conseillé. Ouais. Après, ben, on avait peur aussi que notre fille ait des problèmes et qu'elle soit en mauvaise santé à la naissance. Du coup, Oui. on se disait qu'il fallait aller au max des examens. Même si à chaque fois, une fois qu'on avait terminé l'examen, on se disait mais pourquoi on a fait ça? Parce que au final, ben, c'est bon. Et en plus, ben, ils savent pas vraiment nous dire ce que ça va faire. Ou... C'est ça, si on t'explique qu'en fait, que c'est pas très clair au niveau des résultats, et donc, à quoi bon? Ben, on était partagés entre on en a marre, on arrête, on continue la grossesse et puis ben on aura notre fille et voilà. Ou ben ouais, mais est-ce qu'il faut pas aller les écouter et puis ben aller au bout des examens et être du coup ben, rassuré, même s'ils nous disent ben c'est bon, il y a rien, bon ben au moins on était partagés pendant toute la grossesse, à la fin on en avait marre, mais en même temps ben, on y allait. Je me rappelle surtout, tu m'avais dit que c'était ton mari à un moment donné qui voulait plus y aller. Qui voulait plus y aller, ouais. Parce que ben aussi ce virus, il y a pas vraiment, ils savent pas vraiment en fait. Et il y a un protocole qui est différent entre Paris et Marseille. Enfin, en fait ils sont en train de chacun fait de chercher. sa manière, quoi. Ouais. Et du coup ben peut-être que nous aussi en faisant tous ces examens, on aidait aussi ben à la recherche. Tu m'avais dit à un moment donné que tu avais l'impression que vous étiez un peu... des cobayes. Ouais, des cobayes, ça, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais. T'avais posé la question, sait-on jamais, si tu faisais partie d'une étude ou... Eh ben on en a parlé. Ouais. Et on nous a pas vraiment répondu parce que on l'a dit comme ça et le docteur nous a regardé en disant non mais vous êtes fous quoi, mais non. Mais il a pas répondu. Non. Ok. Mais par contre à l'hôpital on nous a demandé si on voulait que les données ben soient transmises. Ouais. Parce que moi, ce qui m'est toujours venu comme question, quand on se voyait à chaque fois, c'était quel enjeu il y a... Parce que j'entends bien que tous ces examens, ces allers-retours que tu faisais, c'était physiquement difficile et émotionnellement, évidemment, au premier plan difficile. Et c'est la question qui me revenait à chaque fois. Quel est l'enjeu de faire ça à 8 mois de grossesse? Eh ben... Qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, on peut en parler plus facilement que quand elle était dans ton ventre. Mais qu'est-ce qui se passe si on dit, là, il y a un risque que votre fille ait des problèmes au niveau de l'ouïe, par exemple, au niveau de son audition? Eh ben, on aurait été préparé à ça, mais jusqu'au bout, ils n'avaient pas écarté le fait qu'il puisse y avoir une interruption de grossesse.
À n'importe quel stade? Ben non, selon les problèmes. Mais si c'était juste un petit problème auditif, ben il n'y avait pas. Il n'y avait pas de raison. Parce qu'à un moment donné, les examens indiquaient bien que, au niveau du développement du cerveau, donc ce qui était, à mon sens, j'imagine, à mon petit stade, le plus important, entre guillemets, pour le fonctionnement d'une personne. Mais ça, c'était clair que ça allait. Après, il se posait des questions sur la vue, sur l'ouïe. C'était à ce niveau-là. Tu me dis si je me trompe? Oui, mais après, à force de chercher sur ça, ils ont trouvé que c'est la VMA, je crois, la vitesse de son sang, la vitesse de circulation de son sang était trop élevée. Du coup, il y avait un risque d'anémie. Mais parce que du coup, à force de faire toutes ces échos, on trouve des trucs. Ils ont trouvé des trucs. Donc, il y avait un risque d'anémie. Donc, on surveillait ça aussi. Parce qu'à la naissance, si il y avait vraiment eu un problème d'anémie, il aurait peut-être fallu la transfuser. Donc, il y avait le CMV. Et en fait, à la fin, c'était plus l'anémie qu'on regardait. Jusqu'au bout. D'accord. Ça me laisse penser qu'il y a peut-être d'autres enfants, du coup, qui ont ces problèmes-là et dont on ne s'aperçoit pas, puisque, ces problèmes-là, ces marqueurs qui sortent un petit peu des normes, mais dont on ne s'aperçoit pas parce qu'on ne va pas étudier à tout enfant. À l'hôpital, quand j'ai accouché, j'étais un peu en colère après tout ça parce que finalement, je la voyais tellement parfaite que je me suis dit, on s'est gâché. On a perdu du temps et on s'est stressé pour rien. Et je me suis dit, peut-être que ma voisine de chambre, son bébé, elle aussi, elle a eu le CMV et que on est dans la même situation, mais que elle profite elle a profité parce qu'elle le savait pas. C'est ce qui est arrivé à un autre couple que j'ai interrogé il y a 2 jours. Je ne sais pas si ça passera avant ou après toi, mais ils sont aperçus après la naissance. Donc, ils ont fait une batterie d'examens après la naissance. D'accord. Du coup, c'est pour ça que je me posais la question, quel est l'enjeu de faire subir ça, tout ça en fin de grossesse pour le CMV, si on avait établi qu'apparemment au niveau du cerveau, ça allait bien et que donc, à ce stade-là, il n'y aurait pas d'IMG, d'interruption médicale de grossesse pour vraiment un enfant qui n'aurait pas survécu, j'ai envie de dire. Quel est l'intérêt de pousser plus oui, mais moi, si j'ai un conseil à donner à une amie et une copine, c'est si sur ta prise de sang c'est écrit CMV, le fais pas. Parce qu'ils verront, on doit faire des échographies tous les 3 mois, donc s'il y a un problème de croissance, je me dis que ça se voit aussi et que nous, ça nous a quand même pourri la fin de grossesse, au point que mon bébé, j'arrivais pas à l'appeler par son prénom. Et c'est qu'à la naissance que c'était une évidence Victoria, alors que quand elle était dans mon ventre, quand je lui parlais, j'arrivais pas à dire son prénom. Parce que je me disais, elle est là, mais est-ce qu'elle sera toujours là? Voilà, c'était un peu... C'était une grossesse en suspens. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout le long. Ouais. À partir du moment... oui, à partir du 7e mois. Ouais, tout le dernier trimestre, le trimestre où on doit créer de l'ocytocine au taquet. Ouais, c'était très dur, je me rappelle. Ouais. C'était une des questions que je pose, que j'essaie de poser en fait à chaque fois, c'est et si c'était à refaire, du coup, mais tu m'as répondu, parce que si tu le conseilles, c'est que finalement tu l'aurais fait avec le recul, du coup, autrement, c'est ça? Oui. Je me dis, si j'avais pas su ça, ça aurait été une belle grossesse, quoi. Ouais. Et j'ai des personnes avec qui j'ai été enceinte en même temps et on a été aux mêmes événements. Et je me dis peut-être que j'ai attrapé le virus à cet événement et que cette personne, elle l'a eu aussi en même temps que moi. Et je pense qu'elle a bien profité jusqu'au bout. Alors que moi, de l'avoir su... mais après, j'aurais pas non plus voulu que mon bébé naisse avec des graves problèmes. Et donc, là, tu regrettes d'avoir, vécu vécu tout ça
alors que, Dieu merci, elle n'avait rien. Oui. Mais c'est vrai que si elle avait eu quelque chose, t'aurais aimé le savoir. Bah oui, aussi. Ouais. Mais ce quelque chose, c'est là où s'arrête le quelque chose, parce que, comme dit, on a fait la différence entre un besoin vital d'avoir voilà, tout qui est bien formé au niveau du cerveau, et il y a une différence avec savoir que son enfant apprendra à 8 mois de grossesse que son enfant peut-être entendra pas très bien. Ça, j'ai envie de dire, on peut faire des examens du coup plus à la naissance, parce qu'il n'y a pas en enjeu une IMG. C'est ça en fait, comprendre quels sont les enjeux à 8 mois de grossesse. Oui. Est-ce qu'il y a quel est le bénéfice-risque? Quel est l'intérêt au niveau du bénéfice-risque? Est-ce que il y a plus de bénéfices à profiter d'une fin de grossesse en disant on a écarté les risques majeurs, on verra la suite à la naissance. Voilà, c'est ça aussi, de faire la balance entre ce qui est... parce que le vécu des parents est important. Oui. Tu l'as mesuré à quel point, tu dis, cette grossesse, elle vous a été un peu... gâchée. Hein. Non, moi, je trouve que ça a été gâché. Après, là, c'est pas que j'ai oublié, mais elle est là. Pareil, je suis mise dans un coin et... Sous le tapis. Ouais. T'en as des choses sous le tapis, dis-moi. Ouais. Et après, elle va bien. On continue les examens quand même. Ouais. Les contrôles pour l'audition. Parce que ils nous ont dit que le virus, ça peut évoluer. Quand elle est née, on a fait un test pour voir si déjà elle était infectée. Ouais. Et après, comme elle était infectée, ils ont fait une prise de sang pour voir à quel taux. Et elle avait beaucoup... le taux était élevé d'infection. Ouais. Donc elle a eu un traitement pendant 6 semaines. Et là, elle n'a plus l'infection, mais par contre, ça peut évoluer quand même. Donc à surveiller. Voilà. Est-ce que cette surveillance, elle est plus agréable après la grossesse ou avant? Pendant la grossesse? Non. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il est plus supportable après la naissance ou c'était plus difficile pendant la grossesse? Après, moi, je suis d'un tempérament angoissé et du coup, quand on est allé faire le test de l'audition là, pour ces 3 mois, c'était dur, hein, parce qu'il y a une oreille où ça marchait pas trop, mais c'était l'appareil qui marchait pas. Sauf que on a eu du mal à s'en rendre compte au début. Tout va bien, mais c'était quand même du stress. Bien sûr. Je pense que là, tous les 3 mois... les examens sur nos enfants, c'est sûr que c'est toujours stressant, bien sûr. Et donc du coup, cet accouchement, finalement, tu avais envisagé au départ quelque chose de très... Donc tu avais envisagé la césarienne, et après tu t'étais laissé tenter avant de savoir pour le CMV. Tu t'es dit, je vais voir, c'est vrai que je suis bien tentée par essayer de faire autrement, puis d'essayer d'enlever mes peurs. On avait travaillé ça en hypnonatal. Et puis arrivé le CMV, t'as dit ok, c'est bon, merci, je veux avoir mon enfant dans les bras. Oui. Tu veux nous raconter un peu ça, cette décision, puis comment le jour de l'accouchement? Oui, je m'étais dit si peut-être programmer une césarienne, mais si ça arrivait avant, je laisserais faire la nature, quoi. Mais au final, quand j'ai su que j'avais le CMV, dans ma tête, c'était sûr que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu pour Léandro. Et j'avais qu'une envie, c'était que j'aille à l'hôpital, hop, on me donne mon bébé et que je vois... J'avais pas envie de profiter de ce moment, j'avais envie de profiter d'elle et de voir que tout allait bien. Et... Tu voulais zapper l'accouchement? Ouais. Ouais, c'était ça. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Au final, j'ai quand même bien aimé cet accouchement par césarienne parce qu'ils ont quand même bien pris le temps. Et j'ai vraiment vécu les choses alors que pour le premier, j'étais un peu dans les vapes et c'était tout vite. Que là, on m'a bien expliqué. Mon mari était à côté de moi. Ils me l'ont de suite donné pendant peut-être... ça m'a paru long, mais peut-être 10 minutes avec moi, peau à peau. Après, ils l'ont changé. Après, ils me l'ont redonné.
Donc ça, j'avais pas eu pour le premier. C'est la différence entre une césarienne en urgence et donc programmée. du coup non envisagée, parce qu'il y a des parents qui décident de préparer des projets de naissance pour une naissance voix haute et voix basse, les Ouais. deux. Mais là, voilà, c'était pas dans cet esprit-là et Non. du coup, c'était un petit peu le scénario de la césarienne d'urgence, Ouais. alors que là, c'était une césarienne programmée. Ouais. Tu l'avais plus anticipé. Est-ce que ça change pour toi le vécu du coup? Parce que techniquement, tu as eu 2 césariennes. Oui. Quelle est la différence de vécu? Je veux dire, qu'est-ce que tu as ressenti à la fois quelles sont les différentes émotions entre la naissance de Léandro et la naissance de La Victoria? naissance de Leandro, c'est... Non, j'étais complètement perdue. J'étais un peu dans les vapes. Non, j'ai rien apprécié, j'ai rien... On peut dire sous le choc? Un peu, ouais. Ouais. Alors que pour Victoria, déjà, c'était bon. J'étais bien accompagnée et ça a été une délivrance de la voir, de voir que déjà elle s'est mise à hurler rien que de l'entendre crier et de voir sa tête. Et en plus, ils ont tous, je me rappellerai toujours, ils ont dit oh mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Et du coup, c'était, enfin, j'ai tout relâché quoi. Ouais. C'était ouf, c'est bon, on passe à autre chose. Soulagement. On passe à autre chose. Le soulagement. Ouais. Ouais. Donc, on voit bien, suivant les circonstances et suivant la préparation, l'information qu'on reçoit, la différence du coup de vécu, alors que ce sont 2 césariennes. Ouais. Ouais. Et donc, là, on s'est dit, ça y est, c'est pas possible qu'elle soit infectée parce que, elle est tellement belle que non. Et bon, après, 2 jours après, même pas 2 jours après, le lendemain, ils nous ont dit, le virus est passé. Et 2 jours après, la prise de sang, c'est super élevé, on commence le traitement de suite. Donc, on est un peu redescendu. Mais bon, ça va mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais nous partager à ceux qui écoutent? Non, j'ai pas... Très bien, c'est déjà beau ce que tu as partagé. Ouais. Je te remercie beaucoup de pouvoir aider les autres parents qui écouteront, qui vivent peut-être une situation similaire. Et de comprendre qu'on peut vivre un accouchement techniquement identique à l'autre ou identique à quelqu'un d'autre et puis le vivre émotionnellement de façon différente et avoir un autre vécu. Ok, merci à toi, merci pour ton accompagnement. Merci Juliette. Qui m'a fait du bien. Toutes ces séances, ça me libérait quand même la tête. C'était un plaisir. Ouais. Merci d'être venue. Merci. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.